Et puis, comme chaque déjeuner, on enregistre, les échanges, donc vous devez avoir ce petit message qui s'affiche, pour suivre si vous êtes bien d'accord. Voilà, bienvenue à ce 5e déjeuner. Donc nos associations, l'Agence locale de l'énergie des Ardennes, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie proposent, cet événement mensuel, depuis début 2023 pour, faire un focus à chaque fois sur un thème lié aux énergies renouvelables, puisqu'on porte les missions, d'animation des réseaux générateurs, les collectivités, porteuses de projets d'énergie renouvelable et Géclair, les citoyens porteurs de projets d'énergie renouvelable. Ce qui nous permet d'avoir, la possibilité de de faire des temps d'explication, d'animation pour essayer de s'éclaircir un peu en grand test sur ces sujets-là. Donc, le thème, délicat choisi aujourd'hui, vous avez d'ailleurs été proposé via le site internet, merci, c'est l'impact, des énergies renouvelables sur leur environnement. C'est un sujet qui fait énormément débat. Il ne s'agit pas, aujourd'hui de résoudre toutes les questions liées aux problématiques, des énergies renouvelables sur leur environnement, mais bien de faire un panel de ce qui est à des points d'attention. Donc on aura le temps de faire une petite introduction, législative et puis on a, aujourd'hui Maurice Wins, merci d'être là, qui est administrateur d'Alsace Nature, on va dire, qui pourra, présenter le point de vue d'Alsace Nature sur ce sujet. Je vais du coup partager mon écran avec, quelques points, législatifs. On va essayer de faire ça court, c'est pour, surtout avoir, quelques éléments, de cadre légal partagé. Attention, normalement, vous devez voir la belle présentation du DGNR sur votre écran. Fonctionne? Parfait. Et donc, quelques éléments de cadre, légal. Je vais pas m'appesantir dessus. Ce qui existe en fait pour évaluer l'impact environnemental, et qui est obligatoire, c'est l'évaluation environnementale unique, un dispositif qui nécessite de la part des porteurs de projets d'énergie renouvelable de réaliser un rapport d'évaluation d'impact, sur, comme vous le voyez, population, santé humaine, biodiversité, terre, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage et les interactions entre ces éléments. Ça, c'est la citation de la loi. Hem, Ça oblige en fait à faire un diagnostic et à le soumettre à l'autorité environnementale et à le soumettre également au public. Donc il y a une étude, il y a une, heu une consultation publique qui doit être menée et ensuite, selon les projets, ça va être des différentes autorités législatives qui vont être en charge, qui vont examiner tout ça et qui vont donner ou pas leur autorisation. Je vous ai mis rapidement le contenu du rapport, enfin, ce qu'il ne faut pas oublier à mettre dedans. Alors cette évaluation environnementale, elle est obligatoire à partir de certaines tailles de projet. Sur les diapositives suivantes, je vais pas aller dans le détail, mais j'ai mis, a priori pour chaque énergie renouvelable les seuils à partir desquels il est obligatoire de faire une évaluation environnementale. L'idée est que vous retrouverez de toute façon ces éléments par la suite sur notre site internet. Le lien vous sera partagé et du coup, vous pourrez regarder le détail. Donc rapidement, pour le photovoltaïque, selon si c'est en toiture en ombrière ou bien au sol, ça ne sera pas la même chose et selon la puissance non plus. Donc comme vous voyez, toiture ou en ombrière, il y a pas d'évaluation environnementale. Alors que pour les projets au sol, évidemment, c'est à partir de 300 kW que, éventuellement, vous serez soumis. Au cas par cas, ça veut donc dire que vous devez faire une demande, à l'Adréal qui va vous dire, enfin, l'autorité, en fait, qui va vous dire, si vous devez ou pas faire une évaluation environnementale selon les spécificités de votre projet. Et donc ensuite, au-delà de 1 mégawatt crête, vous serez obligé. L'éolien, vous avez ici les contraintes et puis pareil, hydroélectricité, c'est très complexe parce que ça a des très forts impacts sur les cours d'eau et du coup, selon si vous avez un droit fondé en titre, il n'y en aura, pas besoin, mais par contre, selon les modifications que vous ferez au cours d'eau, il y en aura besoin. Pour la géothermie, ça dépend d'énormément de facteurs. Je vous ai les listés là et encore, c'est pas tout à fait exhaustif parce que, ça dépend des lieux, des machins, des trucs. Donc, j'ai mis le lien vers géothermie, site, géothermie qui dit tout. Et puis pour le bois énergie également, au-delà d'une certaine puissance, ça va être obligatoire, ainsi que pour la méthanisation selon les intrants et la quantité de déchets.
Donc tous ces détails-là, vous les aurez, par la suite si vous voulez vous y replonger. L'idée est juste de vous faire, de recouvrir tout ça rapidement et puis les autres autorisations qui ne sont pas comprises dans l'évaluation environnementale, si vous avez du défrichement à faire, il faudra une autorisation de défrichement donc attention, couper des arbres, c'est vraiment, quelque chose qui a un impact encore plus fort donc c'est à bien spécifier et en présence d'espèces protégées, c'est interdit de mener des projets. Donc il y a une liste des espèces protégées, sauf dérogation très spécifique, la liste est là, il y a 3 conditions qui sont à remplir toutes les 3 pour, avoir une dérogation. Donc c'est vraiment, en cas d'intérêt majeur du projet qu'on pourra déroger à cette interdiction. Voilà, ça c'est un peu le cadre légal. Cependant, ce cadre légal, du coup, il ne prend pas en compte beaucoup de projets et l'idée, ça veut pas dire que ces projets n'ont pas d'impact et qu'il faut les faire à tout va. Donc on a, demandé à Maurice Vince de nous faire un peu une présentation de la position d'Alsace Nature. Alsace Nature étant la branche, alsacienne de France Nature Environnement, les fédérations d'associations de protection de l'environnement et de nous expliquer un peu quel point d'attention il faut avoir, quelle que soit ou pas la contrainte législative, pour le projet et donc de comment, intégrer au mieux ces projets d'énergie renouvelable dans leur environnement. Donc Maurice, si tu veux bien prendre la parole. Bien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction qui cadre bien le sujet et un certain enjeu. Alors, personnellement, je ne suis pas spécialiste. Moi, hein, je ne fais pas d'études d'impact. Vous avez vu que je suis sociologue de formation, mais je vais vous donner un peu le point de vue d'Alsace Nature sur la base d'un certain nombre de projets de développement d'énergie renouvelable qu'on a eu l'occasion de suivre dans la partie, notamment dans la partie alsacienne. Tout d'abord, peut-être donner quelques éléments de contexte un petit peu généraux sur ces questions-là. Le premier élément, c'est que on est alors sur les évaluations environnementales, hein, ça a été rappelé tout à l'heure par Colline, on est dans le principe ERC, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis la loi de 76, mais qui avait été un peu oublié et qui a été réintroduit dans la loi de biodiversité de 2016. Donc éviter, réduire, compenser. Ça veut dire d'abord passer par la phase éviter, c'est-à-dire est-ce que je peux éviter de mettre à mal un certain nombre d'éléments d'environnement et si je ne peux pas le faire, hein, parce que évidemment si on a prévu une installation quelque part, bah forcément on va avoir un impact, mais est-ce que cette installation est vraiment indispensable? Est-ce qu'il faut qu'elle soit à cet endroit-là ou est-ce qu'on peut éventuellement l'envisager ailleurs? Donc cette séquence éviter, elle est extrêmement importante, même si dans la pratique, elle est quelquefois un petit peu passée rapidement et on va tout de suite se concentrer sur la question des compensations. Alors pour nous, le volet éviter, on ne le lit pas seulement sur les questions d'impact sur l'environnement, on le si on prend la séquence éviter, ça veut aussi dire réduire la consommation énergétique. Et ce qu'on commence à observer aujourd'hui, quand des territoires envisagent de développer des énergies renouvelables, et c'est extrêmement important hein, de développer des énergies renouvelables, c'est qu'on oublie un peu la séquence précédente qui est de dire ben, quelles sont les économies d'énergie que je peux faire sur un territoire, quels sont les moyens dont je peux disposer pour réduire, parce que toute forme de production énergétique a un impact. Hein. Il n'y a pas d'énergie qui soit complètement propre et l'énergie qui a le moins d'impact, c'est celle qui n'est pas produite, c'est-à-dire celle qui n'est pas consommée. Et on observe quand même que dans les territoires, c'est sans doute lié à l'évolution du système technico-économique de développement des énergies renouvelables. On a l'impression que cette partie économie, quelquefois, on l'oublie un petit peu, on n'y pense peut-être pas suffisamment. Or, c'est un travail extrêmement important et extrêmement complexe. Vous savez que dans le SRADET, au niveau de la région, il est prévu de réduire de 50% la consommation énergétique d'ici l'horizon, alors je ne sais plus si 2030 ou 2050. On n'y est pas pour l'instant. On est aujourd'hui sur des ratios de réduction de consommation qui sont extrêmement faibles. Il faudrait peut-être 100-150 ans pour atteindre les 55% à la vitesse à laquelle on est en train aujourd'hui de réduire la consommation. Donc c'est un enjeu extrêmement important qui pour nous est prépondérant et doit toujours se poser quand on réfléchit à l'évolution d'un territoire ou
quand on réfléchit au développement de formes de production d'énergie, c'est où est-ce que je peux d'abord économiser. Ça, évidemment, les associations comme Alter Alsace le savent, mais c'est quelque chose qu'il faut marteler en permanence, c'est pour ça que je me permets de le répéter. Le deuxième élément un peu contextuel, un peu général, c'est justement ce processus de production d'énergie renouvelable auquel on assiste, hein, et on a l'impression qu'on est en train de voir arriver un système, on va dire, assez industrialisé avec des grands groupes qui commencent à se mettre sur un certain nombre de créneaux. Et on a l'impression que ces modalités de production d'énergie renouvelable, elles sont, les motivations sont moins dans essayer de réfléchir à comment une collectivité, comment un territoire peut engager son rapport à l'énergie, comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là, que de quelque part surfer sur un espèce de marché qui est en train de se mettre en place autour des énergies renouvelables et de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Je le dis de façon un peu crue, mais c'est quand même un petit peu quelque chose qu'on ressent à l'heure actuelle. Et ça, ce n'est pas sans conséquence non plus sur les impacts de ces formes de production d'énergie renouvelable, parce que quand on est dans un modèle, on va dire, maîtrisé par la collectivité, dans un modèle citoyen, on est moins potentiellement, en tout cas, dans une logique de rentabilité à très court terme, et on est plus adaptable aussi aux conditions environnementales qui existent. C'est-à-dire qu'on peut-être se dire, bon, ok, je vais peut-être pas atteindre une rentabilité très rapidement, mais en contrepartie, je peux faire attention à prendre davantage en compte un certain nombre d'impacts environnementaux. Et pour nous, c'est pas neutre. Le porteur du système de production énergétique a aussi une incidence sur l'impact que peut avoir cette production d'énergie. On a eu un exemple assez intéressant dans le développement d'un champ d'éoliennes en forêt, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'on ne ferait plus ce genre de choses en forêt, parce qu'il y a des impacts sur un certain nombre d'espèces. Alors c'est le parc éolien autour de Salles, Salles-Bellefosse, où on a été en négociation avec le porteur du projet, alors qui étaient les communes d'un côté, puis l'opérateur qui était à l'époque Électricité de France. Et on s'est rendu compte combien cette recherche de rentabilité a été un élément très, très prégnant dans le déroulé de la négociation. Parce que l'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était de brider les éoliennes à certains moments de la journée en fonction des vitesses de vent, en fonction des températures, pour essayer d'impacter le moins possible les chauves-souris, hein, qui sont une des catégories d'espèces qui sont assez sensibles par rapport aux éoliennes. Et donc, c'était une question de combien de temps on bride, en fonction de quel type de critères, et puis qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la rentabilité du parc. Et le fait que ça a été des opérateurs, des porteurs du projet public, a probablement permis à ce que cet enjeu-là soit davantage pris en compte que s'il avait été dans un projet purement privé, où là, c'est la rentabilité qui en général, est beaucoup plus mise en avant. Donc, cette question de la manière dont on conçoit les systèmes de production énergétique, de qui les porte, c'est vraiment pas neutre pour nous dans la possibilité de prendre en compte ces enjeux environnementaux de façon plus ou moins importante. Donc, c'est un deuxième élément, je pense, qui est extrêmement important, et je vois qu'il y a dans le public pas mal de structures qui sont des structures plutôt citoyennes ou plutôt publiques. Donc, c'est vraiment pour nous un enjeu très, très important. Il faut que les citoyens, il faut que les collectivités reprennent la main sur cette question de l'énergie de façon générale, hein, pas seulement en termes de production, mais aussi en termes de diffusion, à la limite, parce que ça permet de mieux prendre en compte un certain nombre d'enjeux socio-écologiques. Un troisième élément que je voulais évoquer sur ces questions générales, c'est que, et Colline l'a évoqué aussi, il y a, du fait de l'évolution de la législation, de la réglementation, il y a toute une série de projets aujourd'hui qui passent un peu sous les radars, hein, parce qu'en fonction de la taille, sont plus forcément pris en compte dans les évolutions environnementales ou dans la pratique concrète. Ce n'est pas parce que quelquefois ce sont des petits projets qu'ils n'ont pas d'impact. Donc, il y a probablement un point d'alerte là à mettre pour se dire, ce n'est pas parce que je passe sous les radars des contrôles ou des évaluations par l'autorité environnementale que le projet est inoffensif. Donc, il faut vraiment faire attention à ça au cas par cas. Et puis, il y a aussi l'effet cumul
C'est-à-dire beaucoup de petits projets qui, chacun pris individuellement, passent sous les radars, ça va finir par constituer un volet d'ensemble qui peut avoir, lui, un impact conséquent et qui ne sera pas forcément pris en compte par les enjeux. Donc voilà quelques éléments généraux par rapport à ces questions-là. Après, si on rentre un peu plus dans les procédures d'évaluation, ce que nous observons de façon générale, c'est que si on prend les évaluations environnementales, on est souvent dans une difficulté aussi d'articulation entre l'état initial et l'état de référence qu'on pourrait imaginer par rapport à un certain nombre de milieux. Alors, c'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de dire, je vais essayer d'expliquer. La manière dont on pratique aujourd'hui les évaluations environnementales, elles ont tendance à figer un petit peu la situation. C'est-à-dire, on prend un état initial et on considère que cet état initial, c'est le bon, c'est l'état de référence. Or, souvent, compte tenu d'un certain nombre d'autres évolutions, que ce soit les pratiques agricoles, que ce soit les pratiques d'urbanisme, que ce soit la construction d'infrastructures de transport, etc., la bonne partie des milieux, ce qu'on appelle des milieux naturels dans nos régions aujourd'hui, ce sont déjà des milieux qui sont dans des situations qui sont extrêmement problématiques. Si on a une régression globale de la biodiversité, par exemple, sous nos latitudes, ce n'est pas par hasard, c'est parce que les milieux sont en souffrance d'une certaine façon, hein, soit parce qu'ils sont cloisonnés, soit parce qu'ils sont soumis à des exploitations intensives, etc. Et donc, ça veut dire que si on veut en prendre en compte la question de la biodiversité, parce que l'enjeu aujourd'hui des crises, ce n'est pas que le changement climatique, même si c'est un élément extrêmement important, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi d'autres éléments qu'il y a lieu de prendre en compte. Donc, si on veut répondre aussi à cet enjeu biodiversité, ce n'est pas en maintenant l'état actuel au niveau tel qu'il est, qu'on arrivera à cette reconquête de la biodiversité. Ça veut dire qu'il faut augmenter progressivement la qualité des milieux de façon générale. Et avec les procédures actuelles d'évaluation environnementale, on part de l'état actuel comme si c'était un état satisfaisant. Or, dans la plupart des cas, c'est un état qui est déjà extrêmement problématique et donc il faudrait arriver à améliorer d'une certaine façon l'état initial. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit tel que dans la loi, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte éventuellement. Et de se dire, c'est pas parce que, j'y reviendrai après avec la question du bois, notamment de biomasse, hein, bois énergie, et avec la question des friches, c'est pas parce qu'on a aujourd'hui des milieux qui sont en situation problématique et qu'on les maintient qu'on a résolu le problème. Donc, quand je parle d'état initial versus état de référence, si déjà on fait un travail d'analyse d'une situation, on pourrait se dire, mais quel potentiel est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces milieux qu'on pourrait essayer d'améliorer dans le cadre de ce processus de mise en œuvre, par exemple, d'un projet de développement d'énergie. C'est-à-dire ne pas se contenter de dire j'ai le statu quo et je maintiens le statu quo et donc c'est bon. Non, dans la plupart du cas, ce n'est pas bon. Et ça ne nous permettra pas de répondre à l'enjeu de biodiversité. Si ce n'est pas clair ce que je vous raconte, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure. Alors notamment, cette question-là se pose notamment par rapport à d'autres programmes qui existent, hein, comme les programmes Train vert et bleu, qui eux aussi, je ne sais pas si vous connaissez, hein, ces programmes de Train vert et bleu, où l'idée c'est de reconstituer des corridors écologiques, hein, entre ce qu'on appelle des réservoirs de biodiversité, et il y a des cartes, hein, il y a des schémas qui existent qui se projettent dans le futur, c'est-à-dire qui prévoient de reconstituer des trames vertes à des endroits où pour l'instant elles n'existent pas. Alors, ce n'est pas simple du tout parce qu'il faut avoir le foncier, il faut pouvoir faire, etc. Mais si dans mon état initial, je constate qu'ici, par exemple, j'ai un champ de maïs, donc je peux me dire, OK, mettre du photovoltaïque, ce n'est pas un problème, il y a pratiquement zéro impact sur la biodiversité. Mais si ce champ de maïs est prévu dans une cartographie de reconstitution d'une trame verte, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en réalisant ce projet qui, vu l'analyse de l'état initial, ne poserait pas de problème, mais ça peut potentiellement obérer la reconstitution d'une trame verte qui est prévue à l'horizon de 10, 15, 20 ans. Vous voyez, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, cette limite de l'état initial, pour moi, pour nous, elle est à prendre en compte dans certains cas. Ce n'est pas systématique, hein, mais dans certains cas, elle est à prendre en compte. Une autre chose qu'on voit sur les études d'impact, c'est souvent parce qu'on est pris dans le temps sur la réalisation d'un certain nombre de projets, et donc on va faire des études d'impact quelquefois, ce n'est pas systématique non plus, mais quelquefois au rabais. Or, pour avoir une bonne idée
des enjeux qui se posent, et ces enjeux changent selon les types de projets. Projet éolien ne va pas avoir les mêmes effets environnementaux qu'un projet photovoltaïque ou qu'un projet de méthanisation. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi, dans l'état initial, à cibler peut-être des espèces qui sont principalement impactées, et ces impacts peuvent changer les uns par rapport aux autres en fonction des types de projets. Mais pour repérer les bonnes espèces, il faut du temps. Et on ne peut pas faire une étude d'impact en 3 mois. Pour faire une étude d'impact, normalement, il faudrait au moins les 4 saisons pour pouvoir voir quelles sont les espèces qui migrent, quelles sont les espèces qui utilisent cet espace comme lieu de reproduction, d'autres qui l'utilisent comme lieu de repos, d'hivernage, etc. Donc, pour avoir une vision à peu près claire, il faut au moins 1 an, minimum, pour savoir quelles sont les espèces en présence et quels sont les types d'usage de ces espaces qui sont mobilisés par ces espèces. Et donc, des études très courtes, en général, elles ne sont pas bonnes, et se baser que sur la littérature pour faire des études d'impact, ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a ce travail, on ne peut pas se contenter de lister. Il y a ce travail d'adéquation entre le type de projet et les espèces cibles. Donc, par exemple, pour l'éolien, je les ai cités, on sait que les chiroptères sont particulièrement sensibles. Certains rapaces aussi, des oiseaux qui sont en migration, qui utilisent les couleurs de migration, c'est important à prendre en compte. Donc, c'est des choses qu'il faut cibler par rapport au type de projet. Alors, par rapport à ça, et je vois que l'heure avance pour ne pas être trop long, peut-être quelques mots sur justement les types de projets, donc les formes de développement d'énergie renouvelable et quelques impacts spécifiques. Alors, pour les éoliennes, je l'ai déjà évoqué, donc on est surtout sur des impacts liés à un certain nombre d'espèces comme les chiroptères ou comme les rapaces ou l'avifaune de façon générale, mais principalement les rapaces, qui vont être impactés, alors parce que souvent les éoliennes se trouvent dans des zones de chasse de ces espèces, et donc pour les chiroptères, c'est un problème, alors notamment sur la vitesse des pales. Je me semble que j'avais lu ça il y a quelque temps, la vitesse d'une pale, d'une grande éolienne, c'est 250 km/h à l'extrémité de la pale, donc c'est très très rapide. Et donc ça crée des dépressions ou des surpressions avant ou après la pale, là où elle passe, et les chauves-souris, elles ne sont pas hachées comme dans un hachoir, mais soit elles sont comprimées, soit elles explosent selon qu'elles sont dans la zone de dépression ou de surpression. Et donc ça, c'est des choses qui vont très vite et qui ne sont pas forcément capables de détecter quand elles sont en chasse. Donc ça, c'est un enjeu, alors notamment dans les zones forestières ou périforestières, qui sont des territoires de chasse des chauves-souris. Alors ça dépend aussi de la hauteur, des trucs comme ça, il y a plein d'enjeux à prendre en compte. On commence à connaître un peu mieux maintenant ce type de phénomène, donc on peut aussi mieux adapter les parcs et le fonctionnement des parcs par rapport à ces espèces. Pour les rapaces, c'est notamment les rapaces qui se font heurter parce qu'ils trouvent justement notamment des rapaces qui ont un mode de vie un peu charognard comme les milans, qui vont trouver au pied des éoliennes, par exemple, des cadavres d'animaux qui ont été impactés par l'éolienne et qui vont essayer de les récupérer et là se font taper. Donc on a ce genre de phénomène, mais bon, plus ça avance, plus on commence à connaître un petit peu, mais on a sur l'éolien des choses. Si on reste sur l'aspect biodiversité, je ne parle pas de questions de paysage, etc., on a des enjeux assez spécifiques qui font qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une consultation sur les zones favorables au développement éolien qui a eu lieu là, pour le Grand Est, qui vient de se terminer il y a 2 semaines à peu près. Alors, c'est une sacrée gageure ce genre de consultation parce qu'on a 3 semaines pour donner un point de vue sur tout le Grand Est, donc c'est extrêmement compliqué. On aurait aimé aussi avoir, non pas, je sais pas, il y aura peut-être un schéma sur le photovoltaïque qui va sortir plus tard ou sur la méthanisation. On aurait aimé avoir des schémas cohérents sur l'ensemble des types d'énergie pour qu'on puisse voir aussi un petit peu les effets cumulés de ces différentes formes. 2 mots sur le photovoltaïque. Où on a vu des projets qui, de notre point de vue, sont à éviter. Il n'y en a pas qu'un seul dans le Grand Est, c'est des déboisements pour installer du photovoltaïque. Donc là, on est, d'après nous, sur des logiques qui sont absolument contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sacrifier de la forêt ou des boisements qui ont un rôle aussi à jouer en termes de captage carbone, en termes de biodiversité, pour mettre du photovoltaïque à la place, d'autant plus qu'on a probablement pas mal de surfaces
inertes, entre guillemets, qui sont utilisables potentiellement pour le photovoltaïque, plutôt que d'aller déboiser ou défricher des forêts pour y installer des parcs photovoltaïques. Alors, on retrouve probablement la même logique, hein, de savoir que le photovoltaïque au sol, pardon, ça permet de faire des grandes surfaces rapidement, c'est plus facile à faire techniquement, c'est peut-être plus intéressant financièrement, mais ça a des impacts dans certains cas, hein. Alors notamment, on a une autre thématique qui est en train d'apparaître, c'est la question des friches. Donc, d'anciennes zones qui, alors soit étaient utilisées par des activités économiques et qui ont été abandonnées, soit des anciennes terres agricoles, peu importe. Et on a l'impression, quand on regarde un petit peu un certain nombre de projets, que les friches, ce sont justement des zones qu'on peut utiliser pour mettre du photovoltaïque ou d'autres formes de production énergétique, parce que ces friches seraient des zones un peu délaissées et donc de moins d'intérêt. Or, ce qu'on voit, notamment du point de vue naturaliste, c'est que, surtout du fait qu'on est globalement quand même beaucoup, alors ça change, hein, en fonction des territoires, hein, mais si je prends la plaine d'Alsace, les friches, c'est des zones qui commencent à devenir les plus intéressantes du point de vue biodiversité, parce que c'est les seules auxquelles on fiche la paix. C'est-à-dire où on n'est pas dans des hyper-exploitations de ces zones, comme on le voit dans l'agriculture, ou même comme on le voit dans les zones urbaines. Et donc, les friches, c'est des zones où la nature est en train de se reconstituer, entre guillemets, alors avec des espèces qui sont très variables. Ça peut être des espèces férales, des espèces d'anciennes espèces exotiques, mais peu importe, ou des espèces locales. Mais c'est des zones qui ne sont pas inintéressantes du point de vue de la biodiversité. Donc, il ne faut pas les traiter comme des trucs où on peut faire ce qu'on veut, parce que justement, on est dans un tel état de tension au niveau de la survie de certaines espèces que ces zones-là, qui sont justement laissées un peu à elles-mêmes, deviennent des zones intéressantes. Donc, ce n'est pas parce que c'est des friches, au sens où on peut l'entendre d'un point de vue général, que c'est des zones non intéressantes et aménagées à tout prix. Donc, un point d'alerte là-dessus, hein, sur la question des friches, et ça concerne notamment aussi le photovoltaïque. Ensuite, sur la biomasse, notamment la biomasse bois, là aussi on voit se développer, hein, une forte tendance à utiliser le bois énergie avec des systèmes industriels qui se mettent en place. Et là encore, on est dans une situation aujourd'hui, et ça, ce n'est pas pris en compte par les études d'impact, hein. Quand on parle des études d'impact chaudière, on prend en compte l'impact de la construction elle-même, mais tout le cycle de vie de la biomasse, là où elle est produite, comment elle arrive, etc., c'est en général pas pris en compte. Or, on est dans des situations aujourd'hui où les forêts sont aussi en stress, hein, notamment du fait du changement climatique, hein. Vous l'avez vu, hein, avec dans la forêt vosgienne, les épicéas, alors, qui n'étaient pas en station, hein, qui étaient plantés là, alors qu'ils n'auraient sans doute pas dû être plantés il y a quelques décennies, qui sont certaines sont en train de dépérir, certaines anciennes plantations, du fait des conditions climatiques qui changent. Et donc, s'imaginer qu'on va pouvoir tirer beaucoup d'énergie de la forêt, alors qu'elle est aussi nécessaire pour du bois matériau, hein, c'est sans doute s'illusionner un petit peu. Donc, il faut être extrêmement prudent sur l'exploitation des forêts, d'autant plus que sur le bois énergie, on va plutôt avoir tendance à utiliser des parties qui ne sont pas utilisables pour le bois matériau, les houppiers, les branches, etc. Or, ces éléments-là, ils sont extrêmement importants pour le cycle forestier en tant que tel. C'est ça qui produira aussi de nouveau de la matière organique qui permettra de régénérer le sol ou de maintenir en tout cas un sol en bon fonctionnement. C'est là aussi qu'on va stocker du carbone, etc. Donc, si on sort toute la matière ligneuse de la forêt, on va aussi mettre en péril d'une certaine façon le fonctionnement, la sylvigenèse de la forêt. Donc, il y a lieu d'être très, très prudent là-dessus. Et il y a probablement un gisement en termes de bois qu'on pourrait mobiliser, c'est les bois de réforme, hein, les anciens bois, des choses comme ça. Ça serait peut-être un gisement à regarder de plus près, plutôt que d'aller chercher alors avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de peinture, des trucs comme ça. Okay. Mais l'avantage, c'est que c'est du bois sec.
Alors que avec l'industrialisation de l'exploitation de la forêt, on brûle aussi du bois vert, et ça c'est pas bon du tout, hein, en termes de pollution atmosphérique. Donc, à réfléchir. Hein, mais voilà, attention à la forêt, elle ne peut pas tout fournir. Elle ne peut pas fournir la chimie verte, le bois matériau, le bois énergie, etc., sans être mise en péril. On a déjà connu ces épisodes, hein, à la fin du 19e siècle, où les forêts étaient vraiment très mises à mal par l'industrie et ont été sauvées, entre guillemets, par le charbon. Voilà, en gros, autre point d'alerte aussi et après je m'arrête, sur la méthanisation, où on voit aussi, hein, alors c'est un procédé qui est potentiellement intéressant, mais on voit aussi des systèmes extrêmement industrialisés se mettre en place, hein, où on a de plus en plus, comme on l'a connu en Allemagne, des cultures spéciales agricoles qui se mettent en place uniquement pour alimenter la méthanisation. Et on commence aussi à avoir des problèmes en termes d'utilisation de digestat, hein, sur les champs, parce qu'on déséquilibre aussi quelque part le rapport carbone-azote dans les champs avec le digestat de méthanisation. Plus des problèmes, alors en Alsace, on a ces questions-là de pollution de la nappe phréatique par les nitrates, du fait de protocoles d'épandage qui ne sont pas forcément adaptés aux qualités des sols, aux enjeux du sol par rapport à la quantité qu'on peut mettre et la quantité de digestat qu'il est nécessaire de dépendre. Donc, il y a sur la méthanisation des questions aussi qui sont importantes du fait de notre point de vue, hein, de cette industrialisation du processus qui échappe là encore un petit peu à des contextes locaux, à une maîtrise d'une certaine façon de ces formes de production et de ces usages. Voilà en gros, je pense, quelques éléments d'éclairage qu'on pouvait apporter de notre côté. Merci beaucoup, Boris, pour cette, en plus, cette, un peu marathon, hein, parce que du coup, tu es un peu obligé à faire très vite pour aborder des sujets qui sont très complexes et très divers. Un tout petit instant. On a juste une toute petite, on va laisser la place aux questions. Je voulais juste préciser et apporter en complément quelques ressources, si j'arrive à partager tout ça. Voilà. Que des associations de nos réseaux ont mis en place. Donc, France Nature Environnement, dont fait partie Alsace Nature, a créé des documents pour évaluer un peu l'impact des énergies renouvelables, qui sont des guides pour les projets, en quelque sorte. Quels sont les points d'attention, etc. Donc, pour en fait compléter ce que tu nous as présenté déjà à l'instant. L'éoloscope pour l'éolien terrestre, le métascope pour la méthanisation, le photoscope pour le photovoltaïque au sol. Et de la même façon, Énergie partagée, donc qui fédère les projets d'énergie citoyenne, a fait des chartes parce que donc Énergie partagée a un label des projets et ne souhaite pas délivrer ce label à des projets qui auraient un impact négatif sur leur environnement. Donc elle a mis en place des chartes pour évaluer la bonne réalisation des projets, qui peuvent servir de guide bien sûr pour les projets. Donc, ça vous permet d'aller un peu plus loin sur chacune de vos thématiques. Petit rappel, juste avant de passer aux questions, vous avez sur la présentation, et vous l'aurez par la suite sur notre site, l'enregistrement et le support sur le site Géclair. On a un article, oh là, pardon, excusez-moi. Et puis, quelques rendez-vous à ne pas manquer: les journées de l'énergie citoyenne ce samedi, le webinaire collectivité qui aura lieu pour la Champagne-Ardenne le 16 mai, pour la place des collectivités dans l'énergie renouvelable. Comme le disait Maurice à l'instant, cette place-là qui nous permet d'avoir aussi les choix d'impact positif sur l'environnement local. Le groupe d'autoconsommation collective des collectivités se réunit le 16 mai également, mais plus tôt. Et puis, il y aura une formation sur l'autoconsommation collective le 23 mai à Célestat. Le prochain DGENR sera le 12 juin sur la sécurité des toitures photovoltaïques, rien à voir. Mais du coup, l'important, c'est que je laisse la place à vos questions pour que vous puissiez interroger, en particulier Maurice, sur les impacts. À vous la parole, si vous souhaitez la prendre. Alors, est-ce que d'abord, on a des questions dans le chat qui auraient été... Alors, il y avait une question, oui, de Monsieur Malitourne sur le cas du miscanthus,
d'avoir un peu une idée de la vie un peu en l'occurrence, de notre invité du jour, mais même d'une manière générale, de ce qu'il en pensait au vu de son développement et de sa fréquence en Alsace notamment, mais c'est un peu fréquent de savoir un petit peu ce que vous pensiez de ces cultures et de comment elles sont utilisées et de comment ça pourrait être géré. Oui, alors à ma connaissance, sur le miscanthus, il y avait deux motivations pour l'implantation du miscanthus. Une première, c'était effectivement la production d'énergie, hein, pour alimenter des chaudières. La deuxième, c'était, alors c'est arrivé dans certains secteurs, la lutte contre les coulées de boue d'origine agricole, c'est-à-dire pour mettre en place des espèces de haies qui filtrent, enfin qui retiennent les coulées de boue pour éviter qu'elles n'aillent impacter les agglomérations qui sont en aval. Alors, il y a eu pendant un moment, il y a eu une question de savoir si le miscanthus était potentiellement une espèce invasive ou pas, hein, parce que c'est une espèce qui n'est pas d'origine européenne, hein, et donc, comme il y a beaucoup d'espèces invasives qui, dans certains cas, peuvent poser des problèmes, dans d'autres, ça se passe mieux, dans certains cas, peuvent poser des problèmes. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Alors, normalement, sur la variété de miscanthus, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est en principe utilisée, il n'y a pas trop de risques, hein, de fait qu'elle se transforme en plante invasive. Il y avait un élément qui avait été détecté, c'est que dans les lots qui sont achetés, il y a quelquefois des variétés qui ne sont pas les bonnes et qui, elles, peuvent quelquefois présenter des risques d'invasion, donc il faut faire un petit peu attention. Après, au-delà de ça, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à des espèces qui sont pas d'ici, parce que les espèces qui ne sont pas d'ici, qu'elles soient invasives ou pas d'ailleurs, mais souvent, elles présentent des biotopes qui sont moins intéressants pour la faune locale parce que justement, ils ne sont pas d'ici, donc la faune n'a pas eu le temps de s'y habituer. Et pourquoi est-ce qu'on ne favorise pas des espèces qui sont autochtones parce qu'elles sont mieux intégrées dans les écosystèmes. Et ce qu'on fait avec le miscanthus, à la limite, on pourrait le faire avec des haies, on pourrait le faire avec des roseaux d'ici, pourquoi pas, hein. On peut aussi faucher des roselières comme on peut faucher du miscanthus. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce type de choix? C'est assez difficile à dire, mais c'est probablement lié à des filières qui, à un moment, sont mises en place, qui correspondent à des pratiques qui rejoignent les pratiques du monde agricole. Semer du maïs ou semer du miscanthus, au début, c'est presque pareil. Faucher du miscanthus, on peut le faucher avec les mêmes outils qu'ont déjà les agriculteurs. Alors que si on part sur des logiques, par exemple, de haies, ça veut dire qu'il faut acheter d'autres matériels pour entretenir ces haies, pour les tailler, etc. Donc, c'est peut-être lié à ça. Donc, c'est pas le problème majeur, je pense, le miscanthus, sauf qu'on pourrait mettre autre chose à la place et ça serait peut-être plus intéressant du point de vue des écosystèmes, du fonctionnement des écosystèmes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, pour nous, c'est pas un enjeu fondamental, mais on pourrait faire mieux, je pense, avec des espèces locales. Alors, il y a aussi des expérimentations à partir de saules, hein, par exemple, qu'on peut planter, notamment dans les zones qui sont un peu humides, et du saule qu'on peut récolter alors soit sous forme de tétard, soit sous forme de haies, qu'on peut récolter assez facilement et dont on peut valoriser la biomasse. Donc, on peut faire autrement qu'avec le miscanthus. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait une question pour approfondir qui était est-ce que vous avez des éléments sur la phytoremédiation du miscanthus en particulier? Non, pas spécifique. Je sais qu'il y a des espèces qui peuvent être utilisées en phytoremédiation, hein. Ce n'est pas forcément que le miscanthus, je pense qu'il peut y en avoir d'autres. À partir du moment où on a une espèce qui a des racines dans le sol et qui est capable soit d'héberger des bactéries qui elles-mêmes sont capables de faire ce travail, soit de pomper des polluants et de les capter quelque part dans la matière organique, c'est possible. Donc, ce n'est pas spécifique au miscanthus, on peut le faire avec d'autres espèces. Après, quand on fait ce genre de choses, évidemment, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on fait ensuite des matières organiques et chargées. Voilà, un peu prudent avec ça, peut-être. Mais ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est que la première expérience qui a eu lieu à Bervillers en Alsace, c'était d'abord pour la phytoremédiation. C'est pour ça qu'ils ont planté du miscanthus pour sauvegarder les terrains. Et comme ils voulaient savoir que faire de ce miscanthus qui était là maintenant, si j'ai bien compris
C'est pour ça qu'il est… Voilà. Oui, alors j'ai aussi entendu dire qu'il y avait eu une chaudière dans le coin de Brumat, il me semble, qui fonctionnait. Ils avaient je ne sais pas combien de kilomètres de miscanthus. Et entre-temps, la chaudière ne fonctionne plus avec le miscanthus parce que je crois qu'ils ont trouvé moins cher ailleurs, ou je ne sais pas quoi. Bref. Il me semble que j'avais vaguement entendu ça. Mamour, est-ce que tu voulais poser la question du coup à l'oral pour approfondir? Oui, simplement pour dire que moi, c'est des sujets sur lesquels je suis de plus en plus sollicité, le miscanthus, mais aussi la phytoremédiation. Et ce que moi j'avais vu, mais ça commence à faire quelques années maintenant, c'était que c'était encore très expérimental la phytoremédiation. Et il y avait une question qui se posait aussi à l'époque, bon, parce que je travaillais en ALEC avant, c'était une fois que la plante a, entre guillemets, un peu dépollué les sols, et qu'on la brûle, qu'est-ce qu'on fait en fait des polluants parce qu'ils vont pas disparaître par la magie. Et donc voilà, d'où ma question sur les capacités réelles de dépollution de ces plantes, dont on parle beaucoup en ce moment, mais sur lesquelles j'ai du mal à avoir des éléments, on va dire, factuels et peut-être scientifiques. Et puis aussi la question de ce que deviennent les polluants à partir du moment où ça devient un combustible. Oui, alors là, je ne suis pas spécialiste de la question, hein, je peux pas répondre précisément à ça. Je pense qu'il y a certaines molécules qui peuvent être dégradées par des processus biochimiques, alors je ne sais pas exactement lesquels, mais peut-être avec des bactéries et des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus résistantes, hein, donc c'est effectivement un sujet assez complexe qui demande probablement encore un peu d'approfondissement scientifique par rapport à ça. Mais alors c'est pas directement lié, mais ce qu'on voit par ailleurs, notamment quand on prend la question des pesticides agricoles, hein, c'est que les produits de dégradation ou plutôt de transformation sont quelquefois plus problématiques que les produits d'origine. Et ça, on en a quand même plein dans notre environnement aujourd'hui, hein, des produits de transformation, des molécules de départ. Et on ne sait pas grand-chose des synergies entre tous ces trucs-là qui se baladent et qui ont des durées de vie, pour certains, quand même relativement importantes. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui voulaient être posées à l'oral, éventuellement. Moi j'en ai, alors. Pardon, Laura, il y avait quelque chose à transmettre. Non, j'allais dire, il y a pas eu beaucoup plus de questions, si ce n'est juste de repréciser le cadre du groupe de travail sur l'autoconsommation collective. Mais du coup, j'ai répondu. Et Madame de la Roche-Lambert posait pas vraiment une question, donnait plus son point de vue sur le fait que, alors, j'ai pas eu le temps de tout détailler, qu'il faut voilà, déployer les ENR en fonction de leur spécificité pour éviter les impacts négatifs aussi des énergies fossiles et du nucléaire. Et elle parlait donc de séries, c'est-à-dire des systèmes énergétiques renouvelables intelligents basés sur le couplage des réseaux. Voilà. On est d'accord, hein, sur du côté de l'Alsace Nature, hein, il s'agit pas il faut qu'on sorte du fossile et du fissile, ça on est Oui. d'accord. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il faut développer des énergies renouvelables, on n'a pas le choix, il faut le faire, mais il faut aussi accepter que ça a des impacts. On ne peut pas faire du zéro impact, ça c'est pas possible. Il y aura de toute façon toujours des impacts, et c'est pour ça que, je sais qu'Alsace est dans la même logique, c'est pour ça qu'il faut qu'on réduise le plus possible notre consommation énergétique, parce qu'on n'arrivera pas à transférer toute la quantité d'énergie qu'on utilise aujourd'hui, on ne peut pas la transférer du fissile fossile aux écosystèmes actuels, et probablement ils ne tiendront pas le choc, hein, que ce soit la biomasse ou plein d'autres. Donc il y a cette étape nécessaire de réduire, et ça c'est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas de la technique, c'est des systèmes de valeurs de ce qui font notre société. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une société de consommation à tout crin, ou est-ce qu'on est dans une société qui est plus sobre? Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire, et c'est peu discuté politiquement, et c'est pour ça que, ça avance peu, parce qu'on veut de la croissance et de la sobriété. C'est un peu compliqué d'articuler les deux, hein. On peut faire un peu d'efficacité, certes, dans la croissance, mais c'est quand même un modèle de société, au fond, qui est de notre point de vue, qui est à interroger en tous les cas, et à remettre en cause probablement. Et ça, c'est plus compliqué parce que c'est culturel, c'est pas que technique.
Faire des éoliennes, on sait faire. Faire du panneau photovoltaïque, on sait faire. Changer nos comportements collectifs tous ensemble, c'est plus compliqué. On est tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Ça fait partie de la majorité du travail d'Alter Alsace Énergie et de Lorraine Énergie Renouvelables, d'ALLE, c'est bien de travailler sur les économies d'énergie. Là, pour juste sur ce cadre j'éclaire et générateur où on parle d'ENR, moi j'avais quand même des questions sur des notions de positionnement sur l'agrivoltaïsme qui a été donc officiellement défini par la loi d'accélération des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a des compatibilités qu'on peut imaginer avec de l'agriculture et du photovoltaïque? Est-ce que ça peut être intéressant comme piste à suivre? Alors, pour nous, on n'a pas de position encore complètement arrêtée là-dessus. Hein. On est encore en discussion aussi au sein d'Alsace Nature. Dans certains cas, on avait imaginé dans certains cas, mais on est en train de réfléchir. C'est pour ça que je vous livre ce sur quoi on était à un moment donné. On s'est dit que dans certains cas, pourquoi pas, ça peut être intéressant, alors surtout dans la perspective où ce sont des systèmes qui ne sont pas installés de façon pérenne, hein, ça veut dire que c'est des trucs qui sont peut-être là pour 10-15 ans, et dans la mesure où ça permettrait à certains agriculteurs de regagner un peu en autonomie par rapport au système agro-industriel dans lequel ils sont coincés d'une certaine façon, et ça leur permettrait de réfléchir à une transition vers une agriculture qui soit un peu plus agroécologique que c'est le cas à l'heure actuelle. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ces surfaces-là, comme transition vers après des cultures en bio ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas, avec cet apport extérieur, c'est un peu comme, alors toute proportion gardée, hein, mais c'est un peu comme l'agroforesterie. On essaie de diversifier un petit peu les productions agricoles pour permettre aux agriculteurs de regagner en autonomie. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi pas, mais encore une fois, on n'a pas de position encore complètement arrêtée. On est en train d'y réfléchir au sein du réseau énergie d'Alsace Nature pour préciser un petit peu les choses. Voilà. Mais il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de. C'est plutôt du côté agricole que ça coince, d'après ce que j'ai compris, que de notre côté. Et puis ça dépendra sans doute des projets qui seront tous Oui. différents selon Oui. Ouais. Et puis peut-être une dernière petite question je vais faire un peu provocatrice, mais pas trop. En fait, est-ce que Alsace Nature et FNE Lorraine et Champagne-Ardenne, même si tu ne peux pas parler pour eux, est-ce qu'on peut vous consulter? On a un projet d'énergie renouvelable, est-ce qu'on peut en discuter avec vous? Mais est-ce qu'on doit craindre que vous disiez niet au projet ou est-ce qu'au contraire, c'est une possibilité d'ouvrir sur comment faire le projet pour qu'il soit le mieux possiblement intégré dans son environnement? Oui, alors, oui, bien sûr, sur le principe, et au contraire, je pense qu'il faut le faire, et d'autant plus si c'est des projets qui sont portés par des collectivités, à mon avis, absolument. Et on est même demandeur un petit peu de ça, d'avoir un peu des éléments en amont. Alors après, ça dépend du type de projet. Si c'est, OK, j'ai envie de défricher 10 hectares de forêt rhénane pour mettre du photovoltaïque, on dira non. Il y a des champs de maïs à côté, pourquoi pas. Si c'est d'autres types de projets, oui, bien sûr. Et on n'est pas systématiquement contre, évidemment, parce que c'est contre le renouvelable, ce serait suicidaire pour la société probablement. Donc oui, on est favorable et on est prêt à discuter, absolument. Oui. Super, du coup, c'est bon d'avoir des ressources pour améliorer ces projets. Je pense que bon, les collectivités vous connaissent déjà en Alsace, c'est sûr. En Lorraine, peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Lorraine, mais en tout cas en Champagne-Ardenne, vous pouvez nous redire quelle est l'association Alors, qui… c'est l'association qui est cofondatrice de FNE Grand Est, hein, puisqu'il existe, dont je suis président, une fondation, une fédération FNE Grand Est, c'est Champagne-Ardenne Nature Environnement. Et du coup, en Lorraine, pardon, effectivement aussi. Et c'est Lorraine Nature Environnement. Ouais. Donc, ça, ce sont des interlocuteurs auxquels on peut s'adresser pour faire les plus beaux projets possibles et se dire que on va pouvoir avancer sur le 100% renouvelable en Grand Est. Et je pense qu'on est en train on essaye aussi de suivre les PCAET, hein, sur les territoires, parce que c'est des échelles qui sont intéressantes. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes, hein, mais c'est des échelles qui sont intéressantes. Et ce qu'on voit un peu, je trouve que c'est un peu dommage, c'est
ces PCAET, ça devient un peu des trucs obligatoires, évidemment, en fonction de la taille des collectivités, mais je trouve qu'on confie beaucoup de choses au bureau d'études. Alors c'est bien, c'est important, hein, il faut il y a du travail à faire, de diagnostic, des choses comme ça, mais globalement, on n'implique pas assez les acteurs du territoire et en particulier pas assez la population. Alors ça viendra tout au bout, quand tout aurait déjà été réfléchi, on va demander l'avis aux gens, ils auront 3 semaines pour donner leur avis, mais c'est pas comme ça qu'on va transformer la société, quoi. Pour nous, on essaie de pousser du côté d'Alsace Nature à ce que ces PCAET impliquent davantage, et d'abord déjà les élus, et au-delà des maires ou des représentants dans les Comcom, mais aussi les élus municipaux de toutes les communes, et implique davantage les acteurs du territoire et les citoyens. On peut qu'abonder dans ce sens-là. Ce sont Oui. des super outils qui sont sous-utilisés, Oui, sans doute. Oui, tout à fait. Et ça permettrait aussi de réfléchir aux impacts. Et ça permettrait aussi de se dire, OK, on a tel niveau de consommation sur notre territoire, on veut notre petit confort, mais ça veut dire qu'aussi qu'il faut qu'on accepte que face devant nos fenêtres, on ait du photovoltaïque, on ait éventuellement de l'éolien, on ait du truc, et qu'on se rend compte, oui, c'est très facile de se dire, parce que la grande force du fossile, c'est que c'est produit loin, on ne sait pas dans quelles conditions c'est produit, on s'en fout, ça vient, ça arrive dans des réservoirs et on se sert et c'est très pratique. La relocalisation liée à la transition énergétique des formes de production d'énergie sur les territoires, c'est très intéressant aussi de ce point de vue-là. Si on en fait un outil un peu politique de dire, mais oui, vous voulez consommer, ben voilà. Mais ça a des effets. Ce n'est pas neutre. C'est beaucoup plus visible que le nucléaire ou que le pétrole, quoi. Mais il faut l'assumer. Alors. Je relais la dernière remarque de Annie de la Rochambert sur le solaire thermique. Effectivement, on ne l'a pas abordé aujourd'hui parce que son impact est très faible vu qu'il est très souvent en toiture sur des installations où il y a de la consommation. Donc, c'est très rare qu'il puisse avoir un impact sur son environnement autre que esthétique. Nous n'en avons pas parlé aujourd'hui, mais Maurice le rappelle, ça a aussi un impact à ce niveau-là. Et du coup, il faut l'accepter, effectivement. Donc, ça fait partie du deal. Merci. Absolument d'accord sur le thermique. On oublie le solaire thermique, hein. C'est vrai, on pense beaucoup au photovoltaïque, mais le solaire thermique, c'est super intéressant. Moi, j'ai une installation de thermique. Je chauffe plus j'ai plus besoin d'énergie extérieure à part celle du soleil pour l'eau chaude depuis le mois de mars, en gros, quoi. Ça va tout seul jusqu'en septembre. C'est super. On va lancer une mode du solaire thermique. On va relancer la mode de la mode. Plus, mais oui, non, mais bien sûr, on a et pratiquement tout le monde peut le faire. Moins c'est technique, mieux ça vaut, hein. Plus c'est durable, etc. Et ça, c'est vraiment un système qui est vraiment très simple, quoi. Donc, profitez de l'été pour installer votre chauffe-eau solaire thermique. Et puis, merci beaucoup, Maurice, pour ce témoignage et ces éléments. On vous rappelle que ça a été enregistré, que c'est donc revisionnable. Retrouvez tout sur notre site Géclair dans les actualités. Et puis, on se voit donc on revient au 2e lundi du mois, le mois prochain, et puisqu'il n'y a plus de jour férié, pour la sécurité des toitures photovoltaïques, un autre sujet complètement différent. Merci à tous, à toutes, et très bon mois de mai.